Tu m'as donné ta boue, et j'en ai fait de l'or. Baudelaire n'est pour beaucoup que l'auteur des Fleurs du Mal. L'œuvre, bien sûr, a l'importance que lui accorde Claude Roy. Je crois que les Fleurs du Mal ne sont pas seulement une œuvre importante, mais sont une œuvre exceptionnelle de la littérature française. Pierre-Emmanuel. Je crois que c'est une œuvre essentielle dans la mesure où 100 ans de poésie sortent d'elle, et il n'y a pas un poète français depuis les Fleurs du Mal, en tout cas depuis 80 ans, qui ne les ait lues, méditées, qui n'y ait trouvé un sujet d'inspiration ou au contraire un sujet d'opposition. Pierre de Boisdeffre. Les Fleurs du Mal, dont le titre est un peu ridicule, sont probablement une des 5 ou 6 œuvres clés de la poésie française. Claude Pichois. Il faut dire que les Fleurs du Mal en littérature représentent la plaque tournante d'une littérature de langue française qui auparavant s'était complue dans un romantisme que j'ai l'habitude d'appeler le romantisme d'Emmanuel. Personne aujourd'hui ne pense différemment. Tout au plus, le livre pourrait-il rester pour certains, malgré l'évolution des mœurs, une œuvre licencieuse. Mais même ceux-là lui reconnaissent du moins son classicisme. Ces jugements unanimes furent cependant loin d'être ceux des contemporains du poète, qui se montrèrent ironiques et féroces à l'égard de Baudelaire, comme Prosper Mérimée. Livre très médiocre, nullement dangereux, où il y a quelques étincelles de poésie, comme il peut y en avoir dans un pauvre garçon qui ne connaît pas la vie et qui en est là parce qu'une grisette l'a trompé. Je ne connais pas l'auteur, mais je parierais qu'il est niais et honnête. Sainte-Beuve. Est-ce à dire maintenant que toutes ces curiosités, ces ragoûts et ces raffinements semblent des titres pour l'Académie? Et l'auteur lui-même, a-t-il pu sérieusement s'en persuader? Le critique du Figaro. Indigence navrante dans les idées, poésie scrofuleuse, écœurante, glaciale de charniers et d'abattoirs. À ces insultes, Baudelaire répondait: Faut-il vous dire que dans ce livre atroce, j'ai mis tout mon cœur, toute ma tendresse, toute ma religion, toute ma haine. Il est vrai que j'écrirai le contraire, que je jurerai mes grands dieux que c'est un livre d'art pur, de singerie, de jonglerie, et je mentirai comme un arracheur de dents. C'est un livre qui paraît au milieu du 19e siècle. C'est le livre qui crée l'hiatus entre tout ce que nous connaissons et tout ce dont nous vivons, et une poésie qui maintenant nous apparaît comme une poésie ancienne, intéressante sans doute, mais historiquement intéressante. Baudelaire a créé cette poésie qui est la poésie choc, même si elle reste classique par sa forme. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main. Viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel, en robe surannée. Surgir du fond des eaux, le regret souriant. Le soleil moribond s'endormir sous une arche. Et comme un long linceul traînant à l'orient, entends ma chère, entends la douce nuit qui marche. Mais les Fleurs du Mal, ce n'est pas tout Baudelaire. Oui, je crois que c'est très injuste de faire de Baudelaire le seul poète des Fleurs du Mal. Parce que Baudelaire s'est intéressé à la forme poétique telle qu'on la trouve dans les Fleurs du Mal pendant une partie de sa vie, la plus grande, certainement, mais
Il y a une autre forme poétique que Baudelaire a rêvé, qu'il a trouvé, qu'il a réalisé, et ce sont les petits poèmes en prose. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique? Dis, ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? Je n'ai ni père ni mère, ni sœur ni frère. Tes amis? Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie? J'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté? Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or? Je le hais comme vous haïssez Dieu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages. Les nuages qui passent. Là-bas. Là-bas. Les merveilleux nuages. Vous savez combien la poésie française est contraignante, combien l'alexandrin oblige le poète à penser d'une certaine manière, sinon sublime, du moins à peu près toujours noble. Et Baudelaire avait besoin de trouver une autre forme, une forme qui s'adaptât à la pensée poétique nouvelle qu'il avait découverte. Et cette forme, ça a été le petit poème en prose. Baudelaire n'a pas pu terminer son investigation dans cette voie. Je pense qu'il comptait publier un recueil de 100 poèmes en prose. Et vous savez que ce que nous lisons ne contient actuellement que 50 poèmes en prose. Mais c'est là la voie nouvelle qu'il a ouverte, cette voie qui a été très loin, que Laforgue immédiatement a reprise, Mallarmé avant Laforgue d'ailleurs, et jusqu'à Max Jacob, jusqu'à nos contemporains. C'est là la modernité au fond. Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l'odeur de tes cheveux, y plonger tout mon visage comme un homme altéré dans l'eau d'une source, et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant pour secouer les souvenirs dans l'air. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux. Mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique. Tes cheveux contiennent tout un rêve plein de voilures et de mâtures. Ils contiennent de grandes mers dont les moussons me portent vers de charmants climats, où l'espace est plus bleu et plus profond, où l'atmosphère est parfumée par les fruits, par les feuilles et par la peau humaine. Dans l'océan de ta chevelure, j'entrevois un port fourmillant de chants mélancoliques, d'hommes vigoureux de toutes nations, et de navires de toutes formes découpant leurs architectures fines et compliquées sur un ciel immense où se prélasse l'éternelle chaleur. Je crois que le cas de Baudelaire est peut-être, sinon unique, du moins relativement exceptionnel dans la littérature française. La littérature française, elle a été, à quelques exceptions près, une littérature de gens bien, de gens qui avaient pignon sur rue, qui avaient au moins les apparences de la vertu et de la sagesse. La littérature française est une littérature où le vice est puni et la vertu récompensée. Baudelaire, c'est au contraire celui qui dans sa vie a en apparence tout raté, qui a été le dernier des derniers, qui s'est proclamé quelquefois avec une sorte de fureur d'autopunition et de masochisme un être infâme. Eh bien, ce Baudelaire, qui a été vraiment un poète maudit et qui s'est voulu maudit, est aujourd'hui le plus béni des poètes, le plus aimé, le plus lu, le mieux connu, et celui, bizarrement, dans lequel nous nous reconnaissons peut-être avec le plus de vérité. Il est certain que Baudelaire représente pour beaucoup d'artistes le parangon de l'artiste, celui qui a élevé l'art à une hauteur absolue,
qui a fait de l'art le seul moyen de triompher du mal, de la névrose, de tous les aspects négatifs du destin de l'homme. Et en ce sens, on peut dire que la postérité baudelairienne est très nombreuse, car pour beaucoup d'hommes, pour beaucoup de penseurs et d'artistes désemparés devant la perte des anciennes valeurs, la force du sentiment esthétique reste encore le seul moyen de dominer l'échec fondamental. Ce qui est extraordinaire dans le destin historique de Baudelaire, c'est qu'il me semble être le seul des grands écrivains modernes, peut-être avant et avec Kafka, à avoir créé une œuvre qui est une dimension mythique, qui soit vraiment les mythes de notre temps. Un des aspects de cette nouveauté est précisément d'avoir intégré la ville moderne, la vie dans la ville moderne, d'avoir intégré cette modernité dans la poésie. Et non pas le côté un peu hétéroclite, le côté un peu bazar de la vie moderne, le gaz, l'éclairage et toutes sortes de manifestations du progrès auxquelles croyaient les voltairiens du temps de Baudelaire, mais l'esprit même du monde moderne. Ce dont nous parle Baudelaire, ce n'est pas de Moïse ou d'Orphée, c'est essentiellement des chiffonniers dans les rues de Paris à l'aube, des courtisanes et des putains, des mendiants et des bohèmes, des ivrognes. Et la même chose est vraie pour Kafka, qui prend ces thèmes, si singuliers soient-ils, dans la vie la plus banale et la plus quotidienne, dont les héros sont un arpenteur et un pauvre juif échappé du ghetto et traqué par une justice dont il ne comprend pas ce qu'elle exige de lui. Et c'est cette dimension mythique, c'est cet accès au mythe qui donne à Baudelaire son prix exceptionnel. La dimension mythique de l'écrivain nous est révélée par un autre de ses visages, celui de Baudelaire critique. Et d'abord, Baudelaire s'est passionné pour les problèmes de l'art. Être critique fut sa grande volonté, son grand désir. Max Paul Fouché nous parle de cet aspect mal connu du poète. Lorsque nous l'avons rencontré, Max Paul Fouché souffrait de la gorge. Il a cependant tenu à s'associer à l'hommage que nous rendons aujourd'hui à Baudelaire. Et c'est d'une voix parfois un peu cassée qu'il s'adresse à nous. Lorsque Baudelaire publie son Salon de 1845, il a 24 ans, c'est donc un tout jeune homme que ce critique d'art qui se manifeste ainsi. Et à cette époque, il avait élu domicile dans un admirable hôtel de l'île Saint-Louis, l'hôtel de Lauzun-Pimaudan. Et là, il rencontrait une société de critiques d'art et d'artistes, fréquentaient dans cet hôtel admirable des gens comme Théophile Gautier, mais aussi comme le peintre Daumier ou le peintre Boissard de Boisdenier. Et Baudelaire avait alors l'intention très nette d'être le grand critique d'art de son temps. Il ne pensait au fond pas tellement à être poète, mais à être critique d'art, pour deux raisons. Et d'abord parce qu'il avait la plus grande admiration pour Diderot, et qu'on avait publié récemment les salons de Diderot. Alors il voulait être le Diderot de son époque, et non pas le Baudelaire, si vous voulez, de son époque. C'est assez amusant. Et puis aussi parce qu'il pensait que par la critique d'art, il gagnerait plus facilement sa vie qu'en étant poète, en quoi il devait se tromper, il caressait là une chimère. Mais aussi, il y avait dans cet hôtel de Pimaudan, où il habitait, un marchand de tableaux, un certain Arondel. Et l'un des premiers gros créanciers de Charles fut cet Arondel, car le poète lui acheta deux peintures, un Caravage et un Bassano. Et tous les deux, d'ailleurs, étaient faux. On peut être grand critique d'art, voyez-vous, et se tromper. Mais en tout cas, cela, c'est considérable dans sa vocation de critique d'art, ce séjour à l'île Saint-Louis, dans ce milieu d'artistes et de critiques. Les arts plastiques ont eu une influence considérable sur la poésie de Baudelaire. Et bon nombre de poèmes des Fleurs du Mal
sont des évocations d'œuvres d'art. Parfois, Baudelaire décrit véritablement une œuvre d'art, comme il le fait pour une statue du sculpteur Christophe, qui s'intitule « Le Masque ». Contemplons ce trésor de grâce florentine. Dans l'ondulation de ce corps musculeux, l'élégance et la force abondent, sœur divine. Cette femme, vraiment morceau miraculeux, divinement robuste, adorablement mince, est faite pour trôner sur des lits somptueux et charmer les loisirs d'un pontife ou d'un prince. Ô blasphème de l'art, ô surprise fatale! La femme au corps divin, promettant le bonheur, par le haut se termine en monstre bicéphale. Mais non, ce n'est qu'un masque, un décor suborneur, ce visage éclairé d'une exquise grimace. Et regarde, voici crispée atrocement la véritable tête et la sincère face renversée à l'abri de la face qui ment. Est-ce qu'il a été un grand critique d'art? Je veux dire, est-ce qu'il s'est souvent trompé? Il s'est parfois trompé, mais il n'a jamais dépassé la marge d'erreur qui est permise à un critique. Faire de Baudelaire le plus grand critique d'art du XIXe siècle, il me semble que c'est actuellement excessif. Il a admirablement compris certains qui n'étaient pas compris de ses contemporains. Mais quels sont ceux qui osent dire au fond que Baudelaire n'a jamais consacré à Courbet l'article que Courbet méritait, et d'autre part que Baudelaire jamais à Manet n'a consacré l'article que méritait celui à qui Baudelaire déclarait « Vous êtes le premier dans la décrépitude de votre art ». Il n'a peut-être pas compris tout à fait ce que Édouard Manet faisait. Mais là, on pourrait discuter très longtemps, parce que de toute façon, une grande amitié unit Manet et Baudelaire n'aurait pas donné son amitié à Manet s'il ne l'avait admiré. À nos yeux, il apparaît que la décrépitude de l'art de Manet est au contraire le point de naissance, le point d'origine d'un art qui vient jusqu'à nous, et que Delacroix peut-être appartient à un passé de la peinture autant que Manet appartient à un présent, à un avenir de la peinture. Alors je crois qu'il faut être très prudent et que surtout il convient de voir dans la critique d'art de Baudelaire une recherche poétique qui permette à Baudelaire de se définir par rapport à Delacroix. Malheureux peut être l'homme, mais heureux l'artiste que le désir déchire. Je brûle de peindre celle qui m'est apparue si rarement et qui a fui si vite, comme une belle chose regrettable derrière le voyageur emporté dans la nuit. Comme il y a longtemps déjà qu'elle a disparu. Elle est belle, et plus que belle, elle est surprenante. En elle, le noir abonde, et tout ce qu'elle inspire est nocturne et profond. Ses yeux sont deux antres où scintille vaguement le mystère, et son regard illumine comme l'éclair. C'est une explosion dans les ténèbres. Je la comparerais à un soleil noir, si l'on pouvait concevoir un astre noir versant la lumière et le bonheur. Mais elle fait plus volontiers penser à la lune qui sans doute l'a marquée de sa redoutable influence. Dans son petit front habite la volonté tenace et l'amour de la proie. Cependant, au bas de ce visage inquiétant où des narines mobiles aspirent l'inconnu et l'impossible, éclate avec une grâce inexprimable le rire d'une grande bouche rouge et blanche et délicieuse qui fait rêver au miracle d'une superbe fleur éclose dans un terrain volcanique. Il y a des femmes qui inspirent l'envie de les vaincre et de jouir d'elles, mais celle-ci donne le désir de mourir lentement sous son regard. Surtout, ce qui intéresse Baudelaire, c'est de savoir quelles sont les conditions nécessaires pour qu'il y ait œuvre d'art. Et c'est là où nous voyons qu'il est un homme de nos jours. Car la première condition pour lui, c'est que l'œuvre d'art doit être une traduction. C'est-à-dire qu'il proscrit absolument toute reproduction exacte de la nature.
Il condamne ce qu'il appelle le servilisme qui ploie l'artiste devant la nature. Et un beau jour, d'ailleurs, devant des paysages, des natures mortes qu'on lui montrait, il s'écria « C'est bête, bête comme la nature ». Et là, il y a une réaction extrêmement intéressante d'un homme qui véritablement pense que l'art doit prendre son départ peut-être sur la nature et le spectacle naturel, mais doit devenir une traduction et même une création. Au fond, l'artiste, pour Baudelaire, serait pris entre deux mensonges. Il faudrait qu'il choisisse entre deux mensonges. Le mensonge envers la nature et le mensonge envers lui-même, artiste. Alors la réponse pour Baudelaire est simple. On peut mentir à la nature, mais on ne doit pas se mentir à soi-même. C'est pourquoi, mesdames, il prononce l'éloge du maquillage, par exemple. Parce que le maquillage, c'est ce qui fait d'un visage naturel un visage de style. C'est ce qui fait du visage humain une création. C'est pourquoi il se veut dandy. Le dandy, ce n'est pas seulement celui qui sera habillé d'une façon particulière et avec recherche, mais c'est celui qui, par ses goûts, par sa façon de vivre, tendra à la différence, sera autre. Le dandy doit aspirer à être sublime sans interruption. Il doit vivre et dormir devant un miroir. C'est avant tout le besoin ardent de se faire une originalité contenue dans les limites extérieures des convenances. C'est une espèce de culte de soi-même qui peut survivre à la recherche du bonheur à trouver dans autrui, dans la femme par exemple, qui peut survivre même à tout ce qu'on appelle l'illusion. C'est le plaisir d'étonner et la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné. Et d'ailleurs, le dandysme, pour lui, est presque une sainteté, le mot n'est pas trop fort, en tout cas, un exercice difficile, une sorte d'ascèse. C'est véritablement par le dandysme que l'individu va montrer sa supériorité, d'après Baudelaire. Et qu'est-ce qu'un idéal? Il nous en donne la définition. Un idéal, c'est l'individu redressé par l'individu. Ce qui montre bien que le dandysme n'est pas une facilité. Et puis enfin, il demande que l'œuvre d'art soit empreinte de la modernité. C'est-à-dire que l'artiste s'inspire du spectacle sans doute contemporain, mais que d'une chose passagère, il fasse une chose éternelle. Par exemple, à l'égard de la mode, Baudelaire a une pensée très précise. La mode n'est pas tellement intéressante dans ses changements, mais dans sa nature de mode intemporelle. Parce que, à ce moment-là, chaque mode nouvelle surprend, elle est bizarre. Or, dit-il, le beau est toujours bizarre. J'ai trouvé la définition du beau, de mon beau. C'est quelque chose d'ardent et de triste, quelque chose d'un peu vague, laissant carrière à la conjecture. Je vais, si l'on veut, appliquer mes idées à un objet sensible, à l'objet par exemple le plus intéressant dans la société, un visage de femme. Une tête séduisante et belle, une tête de femme veux-je dire, c'est une tête qui fait rêver à la fois, mais d'une manière confuse, de volupté et de tristesse, qui comporte une idée de mélancolie, de lassitude, même de satiété, soit une idée contraire, c'est-à-dire une ardeur, un désir de vivre, associé avec une amertume refluente, comme venant de privation ou de désespérance. Il ne conçoit pas de beauté où il n'y ait du fatal, de la tristesse. Et d'ailleurs, il demande à l'œuvre d'art aussi d'être destinale. Cet adjectif est un peu étrange, n'est-il pas vrai? Destinale. C'est-à-dire que pour lui, l'œuvre d'art doit refléter le destin, bien entendu. Et il pense aussi que l'œuvre d'art, c'est ce qui peut nous donner une extase. Par l'œuvre d'art, on finira par oublier le gouffre qui s'ouvre en nous, c'est-à-dire l'inquiétude et la désespérance. Il y a aussi, dans cette notion d'œuvre destinale, l'explication de ce qu'il aime dans l'œuvre admirable d'Eugène Delacroix. Dans l'œuvre de Delacroix, on trouve justement cette notion de destin. Delacroix disait « Tout est grandeur et décadence ». Eh bien, c'est une phrase que Baudelaire
aimait, qu'il pouvait aimer, car elle s'accordait à lui-même. Critique d'art, Baudelaire le fut passionnément, mais c'est tout aussi passionnément qu'il se consacra à la critique littéraire. La critique littéraire de Baudelaire, elle est fort intéressante, mais je crois aussi qu'il faut la prendre comme une critique préparatoire à l'œuvre même, à l'œuvre personnelle, à l'œuvre de création de Baudelaire. Léon Daudet, qui fut le critique averti que l'on sait, disait, lui, « Le critique chez Baudelaire m'apparaît de premier ordre. Baudelaire va au fond des choses et tâche d'aller au fond des gens. » Monsieur Victor Hugo, dont je ne veux certainement pas diminuer la noblesse et la majesté, est un ouvrier beaucoup plus adroit qu'inventif, un travailleur bien plus correct que créateur, un grand poète sculptural qui a l'œil fermé à la spiritualité. Mais c'est un de ces mortels qui tirent une nouvelle force des années et qui vont par un miracle incessamment répété, se rajeunissant et se renforçant. Madame Desbordes de Valmore fut femme, fut toujours femme, et ne fut absolument que femme. Mais elle fut, à un degré extraordinaire, l'expression poétique de toutes les beautés naturelles de la femme. Malgré tout son zèle de comédien, Flaubert n'a pas pu ne pas infuser un sang viril dans les veines de Madame Bovary. Et pour ce qu'il y a en elle de plus énergique et de plus ambitieux et aussi de plus rêveur, Madame Bovary est restée un homme. J'ai maintes fois été étonné que la grande gloire de Balzac fût de passer pour un observateur. Il m'a toujours semblé que son principal mérite était d'être visionnaire, et visionnaire passionné. Tous ces personnages sont doués de l'ardeur vitale dont il était animé lui-même. Chacun, chez Balzac, même les portiers, a du génie. Toutes les âmes sont des armes, chargées de volonté jusqu'à la gueule. C'est bien Balzac lui-même. C'est Valéry qui, dans Situation de Baudelaire, a écrit que Baudelaire était le premier poète moderne, car au créateur, il joignait, mais d'une manière intime, un critique, un ingénieur, au fond, car Baudelaire ne cesse de s'ausculter, il prend le pouls, au fond, de sa création artistique au fur et à mesure qu'il crée. Et cette création artistique prend appui sur tout ce qu'il voit, sur tout ce qu'il lit, sur tout ce qu'il écoute. Car la musique appartient également à la création artistique de Baudelaire. Nous ne lisons pas Richard Wagner et Tannhäuser à Paris pour nous faire une idée de Wagner, mais bien pour nous faire une idée de Baudelaire. Une idée de Baudelaire, nous pouvons également nous la faire en nous demandant pourquoi il a traduit Edgar Poe avec tant d'ardeur et de fidélité. Jamais traducteur ne montra plus de zèle, plus de dévouement à sa tâche. Permettez-moi de n'être sans doute pas tout à fait orthodoxe, mais il me semble que la traduction d'Edgar Poe par Baudelaire a consisté dans sa vie littéraire en un alibi d'abord. Je ne sais pas si vous êtes sensible au fait que l'œuvre de Baudelaire, pour une vie qui tout de même a duré 46 ans, est une œuvre relativement restreinte. Et que dans cette œuvre, il y a 19 volumes dans la collection des œuvres complètes de Connard, éditée par le très grand baudelairien qui a été Jacques Crépet, il y a 5 volumes de traduction d'Edgar Poe. Pourquoi consacrer tant d'années de sa vie à traduire l'œuvre d'un autre? Pourquoi chercher durant tant d'années le soutien d'un être qui en fin de compte n'est qu'un fantôme, puisque Poe est mort quand Baudelaire se sent fasciné par son œuvre? Parce que Baudelaire est un homme déçu, déçu par sa mère, sa maîtresse, ses contemporains. Seul cet écrivain dont les malheurs, les excès et les erreurs sont semblables aux siens peut lui apporter un réconfort moral. Baudelaire se retrouve en lui, tout devient prétexte à rapprochement. Et puis le génie de Poe s'apparente si étrangement au génie baudelairien, par ce goût particulier qu'ils ont tous les deux de l'exceptionnel et de l'étrange. Baudelaire a éprouvé un sentiment de difficulté à créer, je dirais presque d'impuissance, et Edgar Poe lui a été une justification. Chaque jour ou chaque semaine, il produisait tant de pages de traduction. Alors sur Edgar Poe, découvert par Baudelaire vers 1850, mais connu seulement, disons, à partir de 1852, on a bien souvent exagéré. Edgar Poe est important dans la vie de Baudelaire. Il lui a permis de préciser sa poétique. Mais Baudelaire était fait avant d'avoir découvert Edgar Poe. En 1864, Baudelaire n'aura plus que 3 ans à vivre. C'est un homme fatigué et malade. Trop peu reconnaissent son génie. Il est amer, humilié. Il a besoin de fuir,
de quitter Paris. Le 24 avril, il arrive à Bruxelles et s'installe à l'hôtel du Grand Miroir. L'écrivain belge Jean Torder nous dit en quelles circonstances et pour quelles raisons Baudelaire est venu s'installer en Belgique. Il a pris la France en horreur et d'autre part, il veut se livrer à un travail forcené. Il l'écrit également. Je veux me tuer au travail en Belgique. Il a l'impression qu'en Belgique, il va trouver le calme, qu'il va sortir de la vie moderne qui le tue à Paris, dont il a la perception maladive. Et il a également le désir, je ne dirais pas de faire fortune, mais enfin tout de même de trouver une ressource en Belgique à l'aide d'un programme de conférences. Il compte en donner une quinzaine à Bruxelles et une quinzaine en province. Il croit qu'elles lui seront payées largement et il voudrait également faire un livre. Ce programme de conférences, c'était vraiment l'espoir, mais presque un espoir enfantin, un espoir naïf. Il fallait bien être d'une certaine manière le poète qui est Baudelaire pour nourrir cet espoir. Parce que où Hugo réussissait, où Gautier, où Stendhal réussissait, Baudelaire ne pouvait pas réussir. Alors il a eu une première conférence qui a pu lui donner quelques illusions, il en a eu une deuxième qui a été un four, une troisième qui a été une catastrophe, et il a en même temps relancé ces libraires, éditeurs en qui il fondait de si grands espoirs, et qui n'ont cessé de se dérober. Ce livre qu'il voulait écrire chez nous était un livre sur l'art en Belgique. Il n'en reste que quelques notes éparses, confuses, pêle-mêle. À sa rédaction complète, Baudelaire a dû renoncer. Il avait l'intention de faire une série de salons, de voir les collections belges et de faire une sorte de livre donc sur les grandes collections belges. Progressivement, ce livre est devenu également un livre, je n'oserais pas dire touristique, n'est-ce pas, c'est impensable d'associer le nom de Baudelaire à cette discipline-là, si on peut appeler cela une discipline, mais enfin, il avait envie de parler des villes, d'évoquer les villes dans lesquelles il allait découvrir ses collections. Malines. Une bonne petite béguine encapuchonnée. Gand. Vieille ville de Manon en révolte. Fait un peu bande à part. Namur. Ville négligée par les voyageurs, naturellement, puisque les guides ânes n'en parlent pas. Anvers. Enfin, voilà donc une ville qui a un air de capitale. Bruges. Cela sent la mort, le Moyen-Âge, Venise en noir, les spectres routiniers et les tombeaux. Liège. Grande prétention à l'esprit français. Bruxelles. Tristesse d'une ville sans fleuve, rien à voir et des chemins impossibles. Dans ce projet de livre, il a, si je puis dire, projeté toute la colère qui était en lui, tout le dépit qui était en lui, qui était un dépit secondé, si je puis dire, par la réalité belge de ce moment, mais surtout par la réalité tout court. La Belgique est ce que serait peut-être devenue la France si elle était restée sous la main de la bourgeoisie. Qui donc voudrait toucher au bâton merdeux? La Belgique est un monstre. Qui voudrait l'adopter? Petit peuple, peuple méchant. La vérité, c'est que on peut croire que Baudelaire, dans l'état où il se trouvait pendant ces années de 1864 à 1867, que Baudelaire eût écrit un livre comme celui-là à peu près partout. Du moins quant au ton de la colère, de l'énervement,
Les Belges ne doivent pas se sentir atteints par les traits haineux de l'écrivain. Les insultes de pauvre Belgique n'ajoutent rien à Baudelaire. Ce sont à la fois les cris d'un malade et les derniers appels d'un homme au bout de sa nuit. Les 2 dernières années de Baudelaire ne sont que l'aboutissement et l'éclatement d'un drame qui couvait en lui depuis longtemps. Ses attaques contre notre pays ne sont que le paroxysme de ce dégoût profond qu'il avait toujours eu du monde et ses dénonciations prophétiques qu'il avait si souvent lancées contre lui. Le monde va finir, car en supposant qu'il continuât à exister matériellement, serait-ce une existence digne de ce nom et du dictionnaire historique. Je ne dis pas que le monde sera réduit aux expédients et aux désordres bouffons des républiques du Sud-Amérique, que peut-être même nous retournerons à l'état sauvage et que nous irons à travers les ruines herbues de notre civilisation chercher notre pâture, un fusil à la main. Non. Nous périrons par où nous avons cru vivre. La mécanique nous aura tellement américanisés, le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle que rien, parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges ou antinaturelles des utopistes, ne pourra être comparé à ces résultats positifs. Je demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste de la vie. En mars 1866, en compagnie de Félicien Rops, Baudelaire visite l'église Saint-Loup à Namur. De cette ancienne église des Jésuites, le poète écrira « Une merveille sinistre et galante. L'intérieur d'un catafalque, brodé de noir, de rose et d'argent. » Depuis quelque temps, la maladie l'accable chaque jour davantage. Elle paralyse toute son activité. Je suis dans un certain état vaporeux qui me fait douter de mes facultés. Au bout de 3 ou 4 heures de travail, je ne suis plus bon à rien. Tout à l'heure, j'étais obligé d'interrompre cette lettre pour me jeter sur mon lit. Et cela est un grand travail, car je crains toujours d'entraîner avec moi les meubles auxquels je m'accroche. J'ai été saisi d'une névralgie à la tête qui dure depuis plus de 15 jours. Vous savez que cela rend bête et fou. Pour pouvoir écrire aujourd'hui, j'ai été obligé de m'emmailloter la tête dans un bourrelet que j'imbibe d'heure en heure d'eau sédative. J'ai eu du vague dans la tête, du brouillard et de la distraction. Cela tient à une longue série de crises. Et aussi à l'usage de l'opium, de la digitale, de la belladone. Reprise de crises nerveuses, de vertiges, de nausées et de culbutes. Il a fallu que je me tienne le dos pendant 3 jours, car même accroupi par terre, je tomberais, la tête emportant le corps. Soudain, un vertige le prend. Il chancelle. Sa vue se trouble. Il tombe. On se précipite. On le ramasse. On le transporte hors de l'église. Et c'est le commencement de sa longue agonie. Après 1 an d'un horrible état de prostration, il meurt paralysé, assoupi, immobile, les prunelles éteintes. À son enterrement, on ne dénombre qu'une 60aine de personnes. Aucun de ses amis ne suit le convoi funèbre. Ni Sainte-Beuve, ni Flaubert, ni Copé,
ni même Gautier qu'il avait tant admiré et qui s'excuse en prétextant que c'était son jour de feuilleton. On descendit son corps dans la fosse et on inscrivit modestement son nom sous celui couronné de gloire du célèbre général Opic, mort 10 ans auparavant. 4 ans plus tard, la mère de Charles vient rejoindre son fils dans la tombe, où tous les deux reposent aujourd'hui côte à côte. On éleva à la gloire du poète un somptueux monument allégorique. Ce Baudelaire, si médiocrement fêté jadis, et qui pourtant mit de l'insolite au cœur du quotidien, de la grandeur au sein de la déchéance, qui a pétri de la boue pour en extraire de l'or, ce poète hors mesure, ce sorcier du langage, ce frêle adolescent qui n'a jamais mûri, ce schizophrène de génie qui annonce Rimbaud et Lautréamont, cet étranger au monde et pourtant familier, ce visionnaire au regard tourné vers l'enfer, cet homme enfin, ce Baudelaire, aujourd'hui, qu'est-il devenu pour nous? Tous les contemporains de Baudelaire, même ceux qui l'ont le plus admiré, le plus aimé, qui l'ont reconnu de son vivant, pensaient que c'était un homme d'un très grand talent, peut-être un homme de génie, mais d'un génie marginal, d'un génie d'une originalité, d'une singularité extrême. Somme toute, Sainte-Beuve, quand il dit que Baudelaire occupe une espèce de pavillon à la pointe avancée d'un Kamtchatka littéraire, Sainte-Beuve se fait l'interprète de l'opinion générale. C'était quelqu'un de tout à fait singulier et particulier. Or, aujourd'hui, il nous apparaît, au contraire, un génie universel. Son audience, l'attention, parfois le culte qui l'entoure, ne vont pas à quelqu'un d'à part, à un étranger, à un homme d'une singularité, d'une spécificité telle qu'on le regarde comme une curiosité, mais à quelqu'un, au contraire, qui est, comme il le disait à son lecteur, notre semblable, notre frère. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité.